généralement, je chante. Mais pour moi, ils m'ont aimé parce qu'ils m'ont invité que j'étais à Sherbrooke. En tout cas, je suis content d'être avec vous. C'est le fun d'avoir autant de monde. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'ensoleillé? Ça ne doit pas, non. On existe depuis 1997. Puis dans le fond, quand on parle de ressources alternatives, c'est qu'on a une autre façon d'approcher les problématiques des gens. Donc, les gens qui viennent nous voir n'ont pas besoin d'avoir de diagnostic, ils peuvent l'avoir aussi. Mais d'un autre côté, ils sont accueillis pour qu'est-ce qu'ils sont. Parce que tout le monde, en quelque part, a une histoire. On a toute une histoire à raconter, puis nous-mêmes, en tant qu'intervenants, avant qu'on débute vraiment comme l'atelier, c'est important de nommer que moi, dans mon cas, même si je suis intervenant, j'ai un diagnostic d'anxiété généralisée. Pour beaucoup de gens, ils disent que ça ne paraît pas aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai appris à vivre avec l'anxiété. Puis ça, ben, ça a été un travail qui a été assez long. Ça m'a pris du temps avant de me rendre compte que j'en faisais de l'anxiété. Parce que ça ne paraît pas nécessairement, surtout quand c'est notre façon de gérer la vie. À tous les jours, on ne s'en rend même pas compte jusqu'à temps qu'on tombe malade ou qu'on ne puisse plus fonctionner comme du monde. Ben, dans le fond, on ne sait pas tant que ça qu'on a fait de l'anxiété. Il y en a qui c'est dû à cause de certains événements, d'autres qui naissent presque avec ça. Mais dans tous les cas, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on pouvait apprendre à vivre avec parce que je ne connais pas de baguette magique qui l'enlève. Okay? Je pense, avant qu'on. Dans le fond, on a commencé, je pourrais dire. Mais si on parle d'anxiété, on va essayer de définir c'est quoi dans nos propres mots. Parce que là, la documentation que vous avez, c'est à titre, dans le fond, ça va être bien pour vous après, mais d'un autre côté, on ne l'utilisera pas tant non plus pendant la conférence, parce que moi-même, j'en ai même pas. C'est vraiment parti avec quelque chose. Oui. Non? Est-ce qu'il y a des gens, dans un premier temps, qui pourraient me dire, pour eux, c'est quoi le stress? C'est quand tu arrives en retard à une conférence. Ça te met sur ton air. Sûrement, mais si vous l'aviez pas dit, je n'aurais pas su. Le stress. Le stress. Quelqu'un d'autre? Mais je ne pense pas qu'il y a de bonne ou mauvaise réponse. On va juste rediriger un petit peu qu'est-ce que c'est en gros. Sinon, s'il n'y a personne, on va y aller. Oui? C'est la peur à un événement. OK. C'est pas une mauvaise réponse. Tu veux répéter? Répétez encore juste parce que. Pour moi, c'était la peur devant quelque chose de nouveau qu'on a affronté. Peut-être qu'on anticipe trop, ça cause du stress à pour moi. Oui, mais dans le fond, ça pourrait être, la madame nous dit que des fois, anticiper des choses nouvelles, des événements nouveaux, peut créer un stress, ce qui est vrai aussi. Pardon? Ça peut devenir une anxiété. Ça peut devenir une anxiété. Oui, c'est la femme. Parce qu'on va y aller après dans l'anxiété, qu'est-ce que c'est. Mais je vais vous définir le stress dans un premier temps. Ça, c'est vraiment une définition qui est propre à moi et qui est quand même, c'est quand même corroboré d'une certaine façon. Je vais dire dans les mots plus simples. Un stress, c'est une réaction à un stimuli intérieur ou extérieur. OK? Puis quand on parle de stress, là, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui reçoit une caresse, c'en est un stimuli, ça. Tout dépendamment de comment la personne perçoit ce stimuli-là, ça va dépendre si c'est désagréable ou agréable. Comme exemple, quelqu'un qui a été dans une famille aimante, probablement qu'une caresse va y procurer quelque chose qui est bien. Dans le cas contraire, ça va peut-être être une agression. Quand on parle du même toucher en quelque part. Puis d'un autre côté, quand on parle aussi, ça c'est un stimuli extérieur, un stimuli intérieur, quelqu'un qui fait une crise de cœur, c'est un stress. On s'entend. Parce qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Il se passe quelque chose, puis là, dans le fond, on le ressent dedans. Ça crée un stress. Maintenant,
Si on prend comme exemple qu'un stress, c'est une réaction à un stimuli intérieur ou extérieur, c'est selon nos perceptions qu'on réagit à ce stimuli-là. Bon, OK, ça, c'est une affaire. Maintenant, quand on parle d'anxiété, quelqu'un pourrait me définir l'anxiété, c'est quoi? Ben, avec l'anxiété, tu as des effets. Quand tu es en anxiété, tu as des effets sur ton corps. Il y a des effets sur le corps. La madame, pour répondre à ceux qui sont en ligne, a dit que l'anxiété, dans le fond, ça a des effets sur le corps. Oui, bien sûr que ça a des effets sur le corps, mais si on essaie de la définir, l'anxiété, ça ressemble à quoi? Comme une définition de l'anxiété. Ça pourrait ressembler à quoi? Oui, madame? Si on vit une situation ensemble pendant plusieurs années, Oui. là, on devient anxieux parce qu'on se demande la prochaine affaire qui va arriver, là, qui va nous tomber sur la tête, ça va être quoi? On pense toujours à ce qui va arriver dans l'avenir. Parce que quand ça fait longtemps que tu vis du stress, tu deviens anxieux par rapport à ce qui s'en vient. Ouais, donc, autrement dit, quand on a vécu une situation stressante, c'est la peur que cette situation-là, finalement, revienne. On ne sait jamais ce qui va se passer. Oui, on ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain. C'est l'anxiété, c'est l'effet qu'on ressent si on reçoit une surdose de stress. Une surdose de stress. Donc, l'anxiété, ça serait quelque chose qu'on ressent quand on reçoit une surdose de stress. Comme je dis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Pour ça, je vous invite à me donner ce que vous pensez que c'est, parce que c'est souvent avec les réponses de tout le monde qu'on finit par avoir une réponse. Un inconfort psychologique. Un inconfort psychologique. C'est sûr que ça en crée un. Quelqu'un d'autre? C'est comme l'appréhension de quelque chose qui peut arriver, Peut-être arriver. Oui, l'appréhension de quelque chose qui pourrait arriver. Oui. Qui peut arriver. Oui, monsieur? quelque chose qui est arrivé qui nous a dérangé. Oui, aussi. On parle parce que souvent c'est l'anticipation. Ouais. On parle de tout on Oui, l'anticipation. Même par notre imagination. Oui, c'est lié pour beaucoup aussi. Puis quand on parle d'anticipation, on parle aussi de ce que j'ai entendu qui m'allume quelque chose en dedans de moi, c'est qu'on ne peut pas contrôler. Oui. Pour moi, c'est la crainte de ce qui peut arriver dans la vie qui m'empêche de bien fonctionner. La crainte de ce qui pourrait arriver dans l'avenir et qui empêche de bien fonctionner. Oui, c'est beau. Des sensations de danger aussi. Les sensations de danger. Il peut y avoir n'importe quelle sorte de sensation, puis que ça peut être des dangers comme. Souvent, c'est pas un danger. Ben, oui, ça peut arriver que ce soit un danger, mais des fois, c'est comme à force de l'anticiper, ça devient c'est comme pas si pire que ça. Tu sais, Ouais. Ça dépend comment tu l'interprètes aussi. Ouais. Ben, c'est sûr que quand on commence à anticiper des choses, ça peut dégénérer vite à d'autres choses, hein, on s'entend. Donc, l'anxiété, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on souhaite vivre. Puis, on pourrait parler d'anxiété normale. C'est comme moi, avant que j'arrive ici, avant de faire la conférence, il y a toujours il y a quelque chose, là, tu sais, un petit trac. Je pense que c'est normal. C'est normal d'avoir ça dans la vie. Mais si je m'étais mis à vomir, puis je voulais mourir avant de rentrer, parce que je me dis, il va se passer quelque chose, ça ira pas bien. On parle d'anxiété qui est pas mal démesurée à ce moment-là. Sauf que qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que quand j'avais 20 ans, c'est probablement ça qui serait arrivé. Parce que j'aurais pas été capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Justement parce que je me serais dit, ben, des fois, c'est même plus qu'est-ce qu'on se dit, c'est juste comment qu'on se sent. On ne sera pas bon, on ne sera pas si, finalement, on ne sera pas adéquat, on va se faire juger.
Ça, c'est vraiment, tu sais, personnel à soi. Mais là, on va en parler aussi de l'anxiété, de ce qui se passe par rapport à l'extérieur. Ce que je voulais dire, tantôt, on a parlé de ce qui était le stress. L'anxiété, dans le fond, c'est souvent la peur qu'un stress se produise ou se reproduise, en quelque part. Tu sais, quand on a vécu quelque chose, je vais vous donner un exemple. Exemple, quelqu'un qui a vécu un accident d'auto, il peut avoir un choc post-traumatique, c'est rendu d'autres choses, mais il reste qu'il y a un choc qui est là. La personne peut réagir de plusieurs façons, dont une qui est de dire, ben, regarde, j'ai eu un accident, c'est pas nécessairement quelque chose qui va se reproduire maintenant ou plus tard, c'est possible, mais moi, je reconduis pareil. C'est ça, ça veut dire que, OK, il y a des possibilités, mais on le fait quand même. Il y a l'autre personne qui va avoir une hantise parce que il va juste penser à qu'est-ce qui pourrait se produire, puis qu'en fait, ça va être pire que ce qui s'est produit. Moi, j'ai déjà eu un accident d'auto, là, justement, une vingtaine d'années, puis le même soir, j'étais couché dans mon lit, puis dans le fond, je n'étais pas blessé. J'ai eu 3 semaines de misère à marcher, mais j'étais dans mon lit, puis là, j'imaginais la scène, mais là, elle s'était passée différemment. Elle s'était passée comme quelque chose qui ne s'est pas passé. Là, moi, j'étais crispé parce que c'était pire que qu'est-ce qui était arrivé, en fait. Puis, dans le fond, c'était une situation dangereuse d'emblée. J'aurais pu mourir de cet accident-là. Mais là, j'imaginais des choses. Puis là, je ne m'en rendais même pas compte que j'étais en train d'imaginer quelque chose de catastrophe, scénario catastrophe. Puis là, j'étais en train on était sur le bord des crises de panique, là. Parce que, justement, on va en parler des crises de panique, parce que souvent, l'anxiété mène à ça. Là, on fait un tour général un peu de ce qui pourrait être les choses, mais les crises de panique, moi, j'en ai vécu pendant une couple d'années aussi. Ça fait une trentaine d'années de ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça ou qui pourraient me donner peut-être donner une idée de ça pourrait être quoi des crises de panique? Pourquoi qu'on a ça? Vous pouvez lever la main, puis je vais passer avec le micro. C'est peut-être suite à Madame, ici en premier. Le micro s'en vient. je dirais que ça peut être à la suite d'un gros choc émotif, là. Ouais. Parce que moi, j'ai quelqu'un, ma petite fille, elle a vécu un choc émotif, puis elle a vécu beaucoup d'anxiété. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a même ça, mais Est-ce qu'il y a des symptômes de ça? C'est quoi les symptômes d'une crise de elle a panique? peur souvent, là, tu sais, comme que vous avez dit tantôt, elle a peur de ne pas être bonne, elle a peur de, tu sais, elle a beaucoup de peur qui s'est installée en elle, là, tu sais, fait que je pense que c'est ça, c'est la peur, puis la peur de l'inconnu aussi, hein, fait que je sais pas, là. C'est la peur de l'inconnu. Y a-t-il quelqu'un d'autre aussi? Oui, monsieur. Le micro s'en vient. Pas de problème. Je n'aurais pas eu besoin du micro. OK. Crise de panique, c'est quelque chose qui se produit quand on perd le contrôle. On ne sait plus où on s'en va, si on s'en va ou si on s'en vient. Malheureusement, j'en ai vécu. C'est comme si tout devenait un peu flou, puis un peu, tu sais, ça marchera pas, ça marchera pas. Tu sais, là, il y a vraiment un élément d'incompréhension dans une crise de panique. Puis, on ne sait plus quoi faire, fait qu'on, littéralement, on panique. Peut-être que ça peut ressembler des fois à un cauchemar. C'est ça. Et il y a des effets physiques importants. Comme les gens vivent à l'urgence en pensant faire une crise cardiaque. Tellement ils sont pas pressés. Alors, ça suggère des fois un début de crise cardiaque. Il n'y en a pas une. Mais ça peut aller jusqu'à santé énormément comme ça. Et puis, l'anxiété, on voit que les gens vont faire beaucoup d'anxiété. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une femme qui était bien nerveuse. C'est ça. Et énervée, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai, on va regarder aller. C'est l'anxiété qui faisait ça. Et puis,
c'est, on dit une crise. Oui. Parce que ça se référence comme une montagne. Oui. Jusqu'à ça pouvoir se contrôler. Oui. Ça prend sinon, ben, il y a toujours des petites pilules. Oui, il y a de la médication aussi. Pas besoin. Oui. Ben, dans le fond, je vais juste essayer de répéter ce que vous avez dit. C'est pour les gens qui sont en ligne. Dans le fond, il y a beaucoup de symptômes physiques, des crises de panique qui peuvent ressembler à des buts d'infarctus ou de crise cardiaque. Hyperventilation. Ça, je vais revenir avec ça là, au niveau de ce qui se passe physiquement aussi. Éric, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Un peu plus fort, oui. Mais des fois, on dirait que le micro, il pogne. Enlevez des fois, le il pogne. enlevez la baisse. C'est pas assez fort. Là, est-ce que vous m'entendez? Ah, là. Pourquoi il ne pas Je sais pas, on va demander à Circuit. Ouais, ben, Non, mais on ne sait pas on ce sont dirait les qu'il devrait contrôles, le en fait, des problèmes là-dessus, là. Mais parce que là, tout le monde m'entend. Il faut quand même parler plus fort, là. un peu mieux, voilà. C'est un peu mieux. C'est ça pour les crises de panique, en fait. Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que les gens qui arrivent à une crise de panique, c'est justement un sentiment que là, on ne contrôle plus rien. Puis moi, dans mon cas, ce qui se passait, c'est que avant que je me rende compte vraiment c'était quoi, j'avais peur, ça me donnait l'impression que j'allais mourir. Donc, je me sentais engourdi. Je commençais à avoir des palpitations cardiaques. Puis souvent, comme des maux de tête, plus ou moins, c'est comme la pression. Puis finalement, au bout de la ligne, pour avoir fait des infarctus dans ma vie, j'en ai fait une couple. Le début, j'ai une crise de panique, puis ça se ressemble, mais pas longtemps. C'est pas tout à fait pareil. Mais il reste que avoir cette impression-là de mourir, c'est pas agréable. Je suis rendu là, si j'y parle, puis j'ai. Essaye de trouver le son. C'est même pas d'eau-parleur de nuit. Mon petite merde. Conférence. C'est les joies du direct. Depuis Pour revenir, on a parlé un peu des symptômes physiques, les crises de panique, mais si on vient vraiment au stress, là, le stress, là, c'est ce qui permet à l'être humain de poursuivre son existence jusqu'à aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qui arrive? En dedans de notre cerveau, il y a quelque chose qui s'appelle l'amygdale, pas les amygdales, mais l'amygdale, en quelque part. Puis ça, c'est là pour nous empêcher de mourir. En quelque part, quand il y a un stress qui arrive, tu sais, c'est comme, vous avez sûrement déjà vu un chat réagir à un danger, et il n'a pas compris c'était quoi. Tu sais, il va réagir tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de lui qui dit il y a un danger. Jusqu'à temps qu'il analyse la situation et qu'il voit qu'il n'y en a peut-être pas. Mais sauf s'il y avait eu un danger, il aurait pu mourir. Nous autres, on a ça aussi. Fait que dans le fond, ce qui arrive avec ça, c'est que face à certains dangers, on a une réaction. Puis ça, c'est parce qu'on a perçu un danger, on a perçu qu'il y avait quelque chose. Ça a du bon. D'un autre côté, quand on parle d'anxiété, là, ça, c'est des pensées qui arrivent aussi à travers ça. Puis quand je disais que ces pensées-là, on a peur qu'un stress se reproduise, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va devenir en état de vigilance. Constante vigilance ça nous dit en quelque part, il y a un danger potentiel, donc il faut se protéger. Au bout de la ligne, est-ce qu'on peut tout contrôler dans la vie? Il n'y a pas grand-chose qu'on peut contrôler. Et puis, le prochain exercice qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer d'y aller d'une façon un peu démesurée. C'est quoi la pire affaire qui pourrait arriver en ce moment-là, ici, là? Le feu, le plafond tombe, tremblement de terre, d'autres choses. Battez-vous, là. Un crash d'avion, un avion explosion. Explosion, crash d'avion, tsunami. Bon, OK, un tsunami. Un char d'assaut, une guerre. Fusée. Un quoi? Un tarif?
On est habitué à ça. OK. Là, on a fait un peu le tour de ce qu'il faut arriver de pire. Ben, le tour, on pourrait faire ça jusqu'à 7 heures à soir. Maintenant, on va se gâter encore plus. C'est quoi le mieux qui pourrait arriver, là? On se gâte, là. Moi, j'ai un bon exemple. Père Noël arrive. Le Père Noël arrive. On gagne tous 1 million. Oh non, 10 millions. On gagne tous 10 millions. Oh non. C'est bon? Le retour des Nordiques. Pour cette personne-là, c'était une bonne idée. La disparition de Trump. Maurice Richard revient. Maurice Richard revient. OK. On a fait un peu le tour de ça. Dans les deux cas, là, est-ce que c'est réaliste? Non. C'est pas tant réaliste, là. On va mettre ça comme ça. Présentement, ce qui risque de se passer dans l'heure qu'on pense ensemble, c'est que ça va se passer probablement comme ça se passe. Tu sais, il peut arriver des choses, mais qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est que on va échanger comme ça, je vais parler, puis dans 1 heure et quart, ben, on va retourner à ce qu'on fait. Okay? Puis ça, c'est ce qui est réaliste. OK? Quand on parle d'anxiété, là, parce que quelqu'un peut faire de l'anxiété positive aussi, être trop positif, comme être trop négatif, ça nous amène à des liens avec des pensées, à essayer de gérer des pensées qui ne sont pas nécessairement réalistes. Possibles, mais pas réalistes. Puis si on prend une situation, là, comme je disais, on aurait pu parler de ça jusqu'à 7 heures ce soir, de ce qui aurait pu arriver de bien, puis de mal. On peut l'inventer. Au bout de la ligne, est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Ça ne sert pas à grand-chose. Puis dans les deux cas, est-ce que j'ai un contrôle sur le fait peut-être que quelqu'un arrive ici et nous donne 1 million chaque? Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Je n'ai pas de contrôle non plus sur le fait qu'un avion pourrait tomber sur l'édifice. Je n'ai pas ce contrôle-là. Donc, au bout de la ligne, si je m'arrête puis je me demande qu'est-ce que je maîtrise dans ma vie? Puis c'est pas d'arriver au constat qu'on maîtrise rien, c'est pas vrai. Quand on parle de lâcher prise en quelque part, c'est essayer de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que dans tous les cas, généralement, on peut agir sur qu'est-ce qui nous arrive. Puis quand on ne peut pas, ben, on essaie de se dire, OK, ce que je ne peux pas agir dessus, ça ne sert à rien de travailler là-dessus. C'est là qu'on peut commencer à identifier les pensées qu'on a qui sont envahissantes. Puis ces pensées-là, dans le fond, on peut les regarder parce que je suis sûr que personne ici, tout le monde a fait de l'anxiété dans la vie, là, à un certain degré, mais il n'y a personne qui pèse sur un bouton dans sa tête pour dire, moi, je vais être anxieux, puis je vais avoir des pensées qui scrapent ma journée toute la journée. Y a-t-il quelqu'un qui fait ça consciemment? En tout cas, moi, je ne le fais pas. Un masochiste, c'est ça. Mais d'un autre côté, souvent, on a à peu près 6000 pensées par jour. C'est à peu près une moyenne. C'est sûr qu'il faut en avoir plus ou moins. Mais d'un autre côté, c'est pas toutes ces pensées-là qui deviennent en avant-plan puis qu'on les voit toutes. Mais d'un autre côté, si on regarde ça comme ça, il y en a qui roulent en arrière. Puis à un moment donné, on focus sur certaines pensées. Puis ces pensées-là, ben, c'est sur elles qu'on peut réagir. Puis réagir, on ne peut pas réagir à une pensée en disant je veux plus que tu sois là. C'est comme je vous demande là, présentement, pensez pas à une banane. Est-ce que vous êtes capable de ne pas penser à une banane, mais pensez-y pas. Là. La seule affaire qu'on voit, c'est une banane. OK? Et à ce moment-là, ben, est-ce que c'est aidant? Non, parce qu'on ne travaille pas à bonne place. On travaille sur quelque chose qu'on va alimenter autrement dit. Puis si on ne veut pas avoir ces pensées-là, il faudrait peut-être commencer à se diriger vers des pensées plus réalistes, puis des pensées qui nous amènent en quelque part d'autre que juste être envahis par des pensées qui sont intrusives. Ces pensées-là amènent à faire de l'anxiété parce que souvent, tu sais, on commence à penser une petite affaire, cette affaire-là nous amène à une autre chose. Cette chose-là grossit, puis souvent,
ce qu'on a pensé initialement n'est même plus là, mais c'est rendu un gros tourbillon de pensée qu'on a autour de nous. Puis là, ben, ce qui arrive avec ça, c'est que on n'est plus vraiment présent, là. On est rendu juste dans des scénarios de, pour certains, c'est de ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui pourrait se passer. Puis, dans un autre côté, oui, il y a des choses inquiétantes dans la vie. Tu sais, quand on vit des situations présentes, là, où est-ce qu'on n'est pas bien, tu sais, parce qu'il y en a, là, c'est pas parce qu'on dit qu'on va essayer de se diriger à quelque part que ça va enlever qu'est-ce qui se passe, là. Ça n'enlèvera pas nécessairement la réalité. Mais si on se dit en quelque part qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, donc il faut se concentrer sur lesquelles on peut agir. Puis ce qu'on peut agir, généralement, c'est par un travail qui commence sur soi-même. Puis c'est ça, devenir présent, puis s'asseoir, puis même noter les pensées qu'on a d'une journée. C'est ce qui revient souvent, ce qui nous inquiète, ce qui rend notre vie, on pourrait dire, un peu misérable. Pourquoi qu'on veut les regarder? Ben, premièrement, ça peut nous aider à dire, OK, est-ce que là-dessus, je peux agir? Si oui, on peut le faire, on peut dire, je peux agir là-dessus. Sinon, ça ne veut pas dire qu'on l'abandonne, c'est juste qu'il faut arriver à un point de dire, moi, dans la vie, je vais essayer de travailler sur qu'est-ce que je peux, puis le reste, je ne peux pas. C'est quand on parle de commencer à se diriger en quelque part, c'est ça. C'est un peu ça, l'idée de dire, regarde, peut-être que des pensées intrusives, on ne sera pas capable de se débarrasser, mais d'un autre côté, il faut commencer à essayer de faire qu'est-ce qu'on peut. Puis qu'est-ce qu'on peut, c'est d'agir sur qu'est-ce qui est possible. Puis c'est pour ça que j'ai fait un peu l'exercice de dire, on va penser à qu'est-ce qui est le pire, qu'est-ce qui est le mieux, parce que dans les deux cas, généralement, c'est pas tellement réaliste, là, puis, comment qu'on se fait, comment, pas qu'on se fait, mais comment qu'on fait pour se ramener au moment présent dans ce qu'on vit? C'est quoi vos trucs, là, pour vous ramener au moment présent? Un grand respire. Un grand respire. Ouais. J'ai suivi déjà une petite session intensive sur l'anxiété. Et puis, justement, je continue de vous en parler du fameux moment présent. Ouais. C'est souvent l'anxiété reliée à des choses du passé ou du futur. Pour éviter souvent ces pensées-là qui viennent nous habiter. On pense à des choses passées qu'on a dû faire ou pas faire. Ou on pense à l'avenir. Bon, c'est bien du coup, je pense ce qui va se passer demain. Alors, et puis, parlez du bas. Oui. Faut vous acheter un système de. C'est ça, c'est que, en fait, l'anxiété peut devenir notre ami aussi, d'une certaine manière. C'est synonyme à dire, mais c'est que, bon, moi, je m'en sers de plus en plus. Comme dans une voiture, il y a un check engine. Oui. La petite lumière rouge qui allume parce qu'il y a une défectuosité. Et peut-être d'en est pour une, non? C'est la lumière la plus subtile. Ça peut être très grave ou ça peut être rien. Mais sauf que quand ça se passe, moi, ma check engine, quand ça allume, ça veut dire généralement que je suis dans le moment présent. Alors, donc, que je travaille à me remettre. Ça, souvent, ça fait disparaître l'anxiété. Presque automatiquement. Donc, il faut être très simple, hein, comme juste regarder, nommer 5 objets autour de vous. Peu importe où vous êtes, puis ça disparaît. Bien, ça, on va en parler aussi des 5 sens. C'est un exercice. Mais, comme monsieur disait, c'est une petite lumière qui allume, là, qui dit qu'il y a quoi qui ne marche pas comme sur un auto, le check engine. De l'autre côté, tu sais, quand ça a sa place, là. Dans le fond, c'est notre corps qui nous parle quand on fait de l'anxiété aussi. Il y a des pensées intrusives, puis ces pensées intrusives-là, souvent, ce qu'ils font, c'est juste qu'ils essayent d'analyser tout ce qui pourrait se passer. Si on analyse tout ce qui peut se passer, c'est comme si on a l'impression qu'on est en contrôle. Mais est-ce qu'on peut tout analyser ce qui peut se passer? On l'a fait tantôt, c'est impossible. Donc,
on peut dire que notre corps, il fait bien sa job, c'est de nous protéger, mais à un moment donné, il finit tellement par nous protéger qu'on étouffe. Tu sais, puis finalement, là, c'est là qu'on ne vit plus vraiment, là, tu sais, quand on parle vraiment d'anxiété profonde. Là, puis oui, il y en a de l'anxiété profonde qui va se produire dans les cas de deuil, dans les cas même de deuil blanc qu'on appelle, dans certaines situations qu'on vit, on va en vivre, là. Mais il y a une chose que moi j'ai vue avec l'anxiété, c'est que généralement, si on ne l'alimente pas, ça ne veut pas dire que la réalité va changer. Sauf que notre réalité va changer dans le sens où est-ce que quand on arrête d'alimenter quelque chose, euh, ça va vivre le temps que ça vit, autrement dit. Puis, comment que je pourrais dire, des émotions, des états d'être, c'est pas dangereux. C'est toujours qu'est-ce qu'on fait avec ces états d'être-là qui va définir qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, c'est que si moi j'ai peur de tout, puis que je me cache dans une grotte, qu'est-ce qui va arriver? Je vais me couper du monde. C'est là que je vais devenir, mettons, je vais commencer à avoir des problématiques mentales. Donc, je ne verrai plus les gens de la même façon, je ne participerai plus à la vie. Ça, c'est parce que j'interagis avec ces peurs-là que l'anxiété me crée. C'est pas à mon avantage de faire ça. Pourquoi? Ben parce que, au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, c'est de vivre le plus possible. Puis je pense que d'apprivoiser l'inconnu et surtout aussi les émotions désagréables, c'est tout à notre avantage parce que là, moi, j'ai dit émotions désagréables. Tu sais, on est habitué de vivre dans un monde où est-ce que ça nous dit ça, ces émotions-là, c'est bien, ça, c'est pas bien. Fait que ceux qui sont pas bien, on n'en parle pas. Est-ce que parce qu'on n'en parle pas, on les vit pas? Non. Ça va rester là. Mais tu sais, de plus en plus, quand on parle d'anxiété, on a encore parlé de plus en plus depuis la pandémie, surtout chez les jeunes. Chez les jeunes qui ont commencé l'école à la maison, qui n'ont jamais vraiment eu de contact avec d'autres personnes. Ça peut être anxiogène d'arriver et de devoir là, interagir avec les gens. Tu sais, c'est pas toujours évident. Mais d'un autre côté, comment je pourrais dire ça? Arriver à ne pas interagir avec ces émotions-là, ces états d'être-là, puis dire, justement, quand on parle de moment présent, le moment présent peut être désagréable aussi. Mais moins on alimente, moins ça dure longtemps, puis plus ça peut devenir clair sur quoi qu'on peut agir ou pas agir. Puis à ce moment-là, ben oui, il faut s'asseoir puis se poser des questions. Puis ça, je vais le répéter quand même souvent, là, de dire, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est comme là, on a parlé tantôt des cinq sens. Les cinq sens, c'est que quand on devient trop pris par nos émotions, nos états d'être, pour faire l'exercice présentement, tout le monde presque est assis sur une chaise. Si je vous dis, ressentez la chaise en dessous de vous, vous allez la ressentir tout de suite. On sent la chaise. On est concentré sur qu'est-ce qui se passe là. Ça, c'est un des sens. On peut aussi, avec Louis, qu'est-ce qu'on entend? On entend un bruit de fond qui est de la cafétéria. Qu'est-ce que ça sent? Est-ce que ça sent quelque chose? Sans rien en particulier, mais. Qu'est-ce que ça goûte? Moi, j'ai mangé un shish taouk, ça goûte l'ail dans ma bouche. C'est ça que ça sent. C'est ça que ça sent. Bon. Est-ce que ça a réglé tous les problèmes? Non, mais quand on devient trop, là, on est plus capable de faire de quoi? On peut se ramener dans le présent avec nos cinq sens. Ça, c'est une technique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Parce que c'était un peu ça ma question. Pour quand on est un peu trop envahi par nos états d'être et nos pensées. Vous d'autres trucs. Moi, je suis compositeur de musique, je fais de la musique. Oui. Oui, ce que j'ai déjà vu, effectivement, j'essaie de mettre en pratique, c'est que il faut lâcher prise à un moment donné dans certaines situations. Et puis, les émotions, c'est un peu la réaction, pas la réaction, mais c'est le corps nous donne comme réponse. Les émotions à nous à dépenser.
sont en ensemble et qui nous dérangent. Vous pensez qu'ils ne nous dérangent pas, mais d'autres qui nous dérangent. Et puis, devant une situation, il n'y a pas beaucoup de choix. Ou on agit dessus, ou on n'agit pas dessus. Oui. Si on n'agit pas dessus, il faut apprendre à l'accepter et puis lâcher prise. Et puis, si on a de l'emprise sur la situation, à ce moment-là, ben, c'est passer à l'action. Ce qu'on est capable de faire dans le cadre, dans le contexte où notre corps nous dit, il envoie un signal qu'on voit qu'il se passe quelque chose de pas correct. Mais ce que j'ai appris, c'est davantage de lâcher prise, de rester dans le moment présent, puis l'une des techniques que vous avez dit, de rester dans le moment présent, c'est notre corps qui est présent. Nos yeux, nos oreilles, notre bouche, notre nez, notre langue, tout ça fait en sorte que si on se ramène à la réalité, on s'éloigne de ces pensées folles que nous détruisons. Donc, ben, c'est ça, quand on parle il y a un certain lâcher-prise, il faut qu'il se fasse. Moi, je répète un peu ce que Mathieu dit justement pour les gens qui sont en ligne. Il y a un lâcher-prise, il faut qu'il se fasse, comme se ramener au moment présent. Okay? Comme je disais, il n'y a pas grand d'outils qui règlent tout. Il n'y a pas de baguette magique, malheureusement, mais il reste que ce travail-là qu'on a à faire sur soi. Si on peut le faire, je connais des gens que dans le fond, toute leur vie, ça a bien été. Puis du jour au lendemain, là, ça commence à mal aller, peu importe si c'est pour eux autres ou pour leurs proches. Mais des fois, on n'a pas les outils, hein, parce que on vient quand même d'un monde où est-ce que il n'y a pas si longtemps, puis même encore des fois, quand quelqu'un ne va pas bien mentalement, émotivement, on va dire psychologiquement, c'était comme il disait, ben, donne-toi un coup de pied dans l'arrière, tu vas travailler. C'est un peu ça. Mais pas-en pas. T'sais. Il y avait encore il y a un peu la pensée encore de dire quelqu'un qui a des pensées suicidaires, si on n'en parle pas, c'est pas dangereux. Si on en parle, ça va l'alimenter. Ça a tendance à trouver le contraire présentement. Mais pas juste pour des pensées suicidaires ou moins, pour absolument tout ce qu'on peut vivre, pouvoir l'échanger avec des gens. C'est important. Parce que sinon, pourquoi on aurait tout notre appareil vocal, les cordes vocales, une bouche, si c'est pour ne pas s'exprimer? Ça sert à quoi sinon? Puis d'un autre côté, parler avec des gens, est-ce qu'on peut dire dans la vie que c'est bon de parler avec n'importe qui? Oui, moi je dirais oui. Vous diriez oui? L'humour, oui, l'humour, c'est important. Contact avec les enfants. Contact avec les enfants. Mais ce que je pourrais dire là, par rapport à ça, ça serait le fun de pouvoir parler à n'importe qui de ce qu'on vit. C'est pas toujours le cas parce que, si mettons, on parle à nos proches de ça, qui sont pas nécessairement dans la même situation que nous, ils n'ont peut-être pas, eux, les outils, ni émotifs, ni des outils concrets pour pouvoir nous accompagner là-dedans. Si c'est le cas, tant mieux. Il y a nos proches, il y a nos amis, que des fois peuvent empirer la situation. Puis c'est un exemple là, dans le sens, parce que si ce n'est pas le cas, ben, tant mieux. Mais il reste qu'il y a des ressources qui existent là, pour parler à des gens. Je sais que ce n'est pas toujours évident, dans le sens où est-ce que moi, je viens de Lac-Mégantic. Initialement, je suis de Montréal. Là, ça va faire 8 ans que je suis là. Des fois, il peut y avoir 8-9 mois d'attente avant de pouvoir parler à quelqu'un. Fait qu'il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'il n'y en a pas d'attente à notre ressource. Puis qui restent avec nous ou qui, quand ils ont un service au CLSC, ils vont y aller. Mais il reste que, dans le fond, il faut essayer de se faire une bonne boîte à outils dans la vie. Ça, c'est bien de le faire aussi quand ça va bien, pas quand ça va mal nécessairement. Puis il n'y a pas de mauvais temps pour le faire, mais il reste que, je pense que d'avoir des ressources, de dire, OK, moi, si j'ai besoin de parler, si ma famille ou mes amis, c'est des personnes ressources, c'est bien. Si ce n'est pas, on ne peut pas les blâmer parce que ce n'est pas nécessairement leur force de faire ça. Il y a des gens avec qui on peut faire certaines activités, puis d'autres non. Ça va de même pour quand on a besoin de partager ce qu'on vit. Mais c'est de se dire, OK, moi, dans la vie, là, si j'ai besoin de parler de ce que je vis là, profondément, à qui je m'adresse? Puis là, c'est là qu'il faut faire nos recherches à qui on s'adresse.
Parce que dans le sens, ici, il y en a des organismes comme on a. Tu sais, nous autres, on trouve toute la MRC du granit. Il y en a dans chaque région. Je ne les connais pas toutes par cœur, là, des ressources là, en santé mentale. Puis quand on dit santé mentale, tu sais, il y a des gens que moi je travaille pensent encore que c'est un asile où est-ce que je travaille. C'est pas ça. Il y a des gens qui ne filent pas momentanément, qui ont besoin de parler. Ça ne veut pas dire qu'ils font une dépression. Là. Tu sais, ça peut arriver une journée qu'on va moins bien, mais au lieu de donner de la chenoute à notre entourage parce qu'on est agressif, pourquoi parler à une personne qui est neutre et qui va pouvoir nous accueillir maintenant? Puis ça, c'est cette petite boîte-là à outils qui est importante là, de mettre sur pied pour dire, moi, j'ai des besoins. Puis, tu sais, je dis pas ça en face un peu, tu sais, c'est rendu la mode là, de plus en plus de parler de qui on est, de qu'est-ce qu'on vit. Puis, au bout de la ligne, si on regarde ça comme faux, ben, je pense que ça fait partie de la vie, hein, de ça, de pouvoir s'exprimer, puis avec les bonnes personnes. Puis à un moment donné, oui, ça peut être lourd pour l'entourage. Tu sais, des fois, c'est une famille au complet qui vit une situation. Et au bout de la ligne, peut-être qu'ils essayent de s'entraider. Puis si ça marche, tant mieux. Des fois, ça fonctionne moins bien. Puis les gens, au bout de la ligne, auraient peut-être besoin de quelqu'un en support à qu'est-ce qu'ils vivent. Tu sais, comme à Sherbrooke, ici, moi, je réfère beaucoup de gens à la PAM. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la PAM. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les proches aidants. OK? Nous, on peut le faire où est-ce que je travaille, mais quand je vois des situations où est-ce qu'on va les référer à des bonnes places pour dire, regarde, eux, ils sont spécialisés là-dedans pour aider les gens qui sont autour de proches qui ont des difficultés quelconques. Des organismes, là, même ben, dans Sherbrooke, les alentours, là, si on fait juste des petites recherches, il y en a quasiment pas. Même si je savais tout pas complet, je ne vais pas tous les énumérer là, parce qu'il y en a beaucoup, mais il reste qu'il faut bien s'entourer. Puis dire qu'il y a bien des situations qui sont temporaires, surtout nos émotions. Okay? Je vais vous donner un exemple. Moi, je vais prendre de quelque chose de concret. Tout le monde a déjà été en colère ici. Il y a différentes façons de réagir dans la colère. Dans le sens que si quelqu'un me fait quoi, puis ma réaction, c'est d'y aller leur donner un bon coup de poing. Ça fait bien, hein? Mais il va y avoir des conséquences. Ces conséquences-là, dans le fond, c'est là que j'ai commencé à interagir avec comment je me sentais. Puis, c'est pas comment on se sent tellement le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Puis, dans le fond, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre avec ma colère? J'aurais pu ne pas la diriger sur la personne, puis quand même la laisser vivre, puis trouver une façon de la canaliser dans le sens de dire, je ne vais pas m'en sauver, je ne vais pas essayer de la garder en dedans de moi, parce que qu'est-ce que ça fait quand on empile des émotions? Qu'est-ce que ça fait? Ça s'accumule jusqu'à temps que ça explose. Ça peut expliquer les crises de panique pour certaines personnes, parce que c'est pas juste la colère qu'on ressent. Là. Pour les crises de panique, ce qui arrive, c'est que souvent, justement, quand on accumule, on ne veut pas en parler de comment on se sent nécessairement. Parce que parler de comment on se sent aux gens, on se met en position de vulnérabilité. Puis ça, pour le corps humain, être vulnérable, c'est dangereux parce que ça menace sa survie, en quelque part. Ben, ce qu'ils pensent, ils pensent que ça menace sa survie, fait qu'on est porté à ne pas parler. Surtout les hommes. C'est de mieux en mieux. Je me dire, moi, c'était comme ça, c'était comme je ne parlais pas de ce que je vivais. J'essayais de ne pas le vivre non plus. Puis à un moment donné, ça a juste fait en sorte que plus tu accumules, moins, comment je peux dire ça, ton élan vital commence à être affecté par ça. Jusqu'à temps que tu sois paralysé par ça. Puis c'est ici ce qu'on parle des crises de panique. Il y a des gens qui vont le vivre, tu sais, comme ils vont faire des cas notaires. C'est pas tout le monde qui vit ça. Il y a des gens qui vont le vivre d'une façon où est-ce qu'ils vont juste sortir. Ils ne seront plus dans le monde. Ils ne parleront plus. Et en apparence, ça va être des gens qui ont l'air normaux, mais en dedans, c'est le chaos total. Tu sais. Puis ça ne mène pas nécessairement à l'anxiété, ne mène pas nécessairement à des crises de panique. Ce n'est pas tout le monde qui vit ça comme ça. Mais d'un autre côté,
sais qu'est-ce que l'anxiété fait pour l'avoir vécu quand même pendant des années. Parce que moi, c'était mon mode de fonctionnement, faire de l'anxiété. Fait que je gérais tout comme si c'était un danger. Mais je ne le savais pas. Jusqu'à temps que je tombe malade. Je me suis rendu compte que la première fois que j'ai fait mon infarctus, c'était les gens autour de moi qui étaient stressés pour moi. C'est pas un infarctus que je tombais à terre, c'était pas massif. Mais les gens étaient en panique autour de moi, puis moi, c'était comme, je verrais ça comme quand je faisais la vaisselle. Ça n'avait pas changé. Mais là, je me suis demandé, j'ai dit, comment ça se fait que je vis ça de la même façon que quand je fais de la vaisselle? Puis là, à force de chercher, je me suis rendu compte que c'est parce que je gérais tout en état d'urgence, comme s'il y avait un danger. Fait que quand il y avait des vrais dangers, c'était la même affaire. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça fait dans le corps sur long terme? Ça fait des ravages, que je pourrais dire. Parce que ça nous amène à un état où est-ce que, tu sais, si on a toujours peur, c'est pas normal. Le corps va réagir à ça. Puis même, dans certains cas, là, il commence à faire des liens avec ce qu'on appelle la biopsychologie. C'est de plus en plus relié. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi la biopsychologie. C'est que si ton corps ne peut plus vivre parce qu'il a trop peur de tout, il y a un signal qui envoie à tes cellules de dire que tu ne sers à rien parce que tu ne vis pas. Si tu ne vis pas, tes cellules entament un processus d'autodestruction. Fait qu'ils ne se nourrissent plus. Fait qu'ils ne prennent plus de sucre parce que une partie du sucre, il est là pour renouveler l'ADN. Mais qu'est-ce qui arrive si la cellule ne se nourrit pas? Le sucre, il reste où? Il reste dans le sang. Puis c'est ce qu'ils sont en train de déterminer, que la manière qu'on perçoit la vie commence à être reliée de plus en plus au diabète. En quelque part. Puis c'est pas ça pour faire peur aux gens, là, parce que c'est normal d'avoir peur. Mais quand on dit est-ce que j'ai peur pour les bonnes raisons? Dans le sens, s'il y a un danger, oui, il faut que je réagisse. Mais si tout devient un danger, il faut s'arrêter et dire OK, ça fait partie de la vie. C'est pas nécessairement de voir ça comme nécessairement un très gros problème. Il ne faut pas le banaliser. Il faut juste se rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir à travers ça, sur les peurs qu'on a de la vie. Puis, quand je parlais de biopsychologie tantôt, c'est de plus en plus relié. Puis là, je ne veux pas m'avancer plus parce que je ne suis pas un expert là-dedans, mais moi, ça m'a interpellé parce que j'en fais du diabète. Puis je me suis demandé, suite à ça, tout ce que j'ai vécu avec l'anxiété, pourquoi je t'ai rendu là? Qu'est-ce qui m'avait amené à ça? Puis, il y a des réponses que peut-être que je n'aurais pas. J'ai peut-être vécu de quoi quand j'étais bébé qui a fait en sorte que je n'avais même pas les mots pour comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé. Fait qu'est-ce que je peux nécessairement agir sur qu'est-ce qui s'est passé? Pas nécessairement. Mais d'un autre côté, je peux peut-être commencer à agir sur qu'est-ce que je peux. Ça, c'est le moment présent. Parce que malheureusement, on finit toujours, moi, je reçois des gens dans mon bureau, puis c'est correct qu'ils me racontent leur histoire, puis tout ce qu'ils vivent, puis les gens ont besoin de se déposer, puis de parler de ce qu'ils vivent. Mais on va arriver à un point où est-ce qu'on dit, quand même, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est ce qui reste. Hein? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis c'est toujours là qu'on se dit, il y a tellement d'outils qui existent aujourd'hui pour les gens qui ont accès à Internet. Des outils concrets, parce que moi, ce que je me dis, on a parlé des 5 sens tantôt, pour quelqu'un qui veut se ramener dans le moment présent. Puis ça ne veut pas dire parce qu'il se ramène dans le moment présent que ça va être agréable. OK? Mais c'est juste de voir, de dire, OK, je vis un moment désagréable, puis c'est apprivoiser ce désagrément-là. Puis ça, si on est bien entouré pour le faire, c'est beaucoup plus facile de le faire. OK? Puis quelqu'un qui essaie les 5 sens, ça marche bien là, pendant des semaines. À un moment donné, là, ça ne marche plus. Est-ce que c'est parce qu'on fait quelque chose de pas correct? Non. Est-ce que c'est parce que l'outil est plus bon? Non. C'est juste parce qu'il n'est plus nécessairement. On a besoin d'autres choses. Fait qu'il faut aller vers d'autres choses, puis peut-être revenir à cet outil-là un peu plus tard. C'est comme si, comment je pourrais dire, si à un moment donné, on a une rage de chocolat, là, puis on mange du chocolat pendant 4 jours, ça se peut que la 5e journée, je me dis, c'est pas j'ai plus de rage-là. Peut-être qu'il faudrait que je mange d'autres choses. C'est un peu l'habitude.
C'est un peu la même chose pour les outils, tu sais. Il y a quelqu'un qui a parlé de médication tantôt. Ça aussi, la médication, ça peut être très utile. Je ne sais pas si je la recommande ou pas, ça dépend des gens. Moi, j'ai eu 3 sessions dans ma vie où est-ce que j'ai essayé des antidépresseurs. Ça ne fonctionnait pas avec donc, j'ai été vers d'autres choses. Il y a des gens qui en ont besoin. Mais ça aussi, pour les gens qui prennent déjà de la médication, cette médication-là devrait être revue aux 2 ans à peu près. Parce que j'ai des gens qui viennent me voir et qui disent là, il y a de quoi je ne fais pas de correct parce que ça ne va pas bien. Puis je prends mes médicaments pourtant. Puis là, moi, j'ai fait des recherches. Puis là, ce qui était suggéré, c'est de dire après 2 ans, là, peut-être que si ça va bien, on ne touche pas. Là, on ne va pas se poser des questions si ça va bien. Mais il y a des gens qui se sentaient inadéquats. Je fais quoi, pas correct, ils se sentent mal. Au bout de la ligne, ces gens-là étaient voir leur médecin, ils ont réajusté ou changé de médication parce que malheureusement, le corps peut s'habituer à un médicament, puis ça fait de moins en moins effet. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ben, il faudrait peut-être revoir ça. Puis, je sais que pour certaines personnes, dans certaines classes de médicaments, c'est quand ça a été prescrit par un psychiatre, ça peut être prescrit par des médecins. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement accès à des médecins si facilement que ça, mais ça serait bon de se demander. Puis ça, je pense qu'on peut faire ça avec n'importe quel médicament qu'on prend, que ce soit des médicaments, mettons, pour rétablir une santé mentale ou, mettons, des médicaments pour le cœur. C'est pas de remettre tout en doute, c'est juste de dire, OK, s'il y a de quoi qui ne va pas, ben, je vais aller voir mon médecin et on pourrait parler de ça parce que c'est un droit, ce qu'on a dans la vie. De savoir qu'est-ce qu'on prend, pourquoi on prend. Et puis aussi, se le faire expliquer, les pharmaciens sont là pour ça. Des fois, on a peur de déranger. On a peur de déranger le pharmacien, notre médecin, mais au bout de la ligne, c'est vous qui le payez avec vos taxes, avec les impôts. On paye pour ces services-là. Donc, ce n'est pas des traités comme si c'était des esclaves, c'est ça. Mais c'est juste de dire, j'ai un droit, j'aimerais aussi savoir ce qui m'arrive avec moi, avec les médicaments. Puis pour les gens qui consultent aussi, pour des problèmes de santé mentale, on a un droit de savoir qu'est-ce qui se passe. On a le droit d'être bien traité. Et ça, c'est d'avoir un respect pour soi-même. Aussi de dire, regarde, j'ai le droit d'avoir ces informations-là, j'ai le droit d'avoir des outils. Puis on a intérêt à aller les chercher parce que, en plus, là, on parle de système de santé, mais je parle au niveau des outils qui existent déjà dans le monde pour aller mieux. Puis moi, j'en ai un ici que j'ai amené. C'est pas nous qui l'a fait, c'est des gens qui connaissent le mouvement santé mentale au Québec. Ça s'appelle les 7 astuces pour être mieux dans sa tête pour tout le monde. Ça, j'ai déjà fait un atelier là-dessus que je présentais comme là. Puis là, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais j'ai mis des petits dépliants ici. Parce que ça dit que si on applique ces 5 choses-là dans sa vie, ça risque juste d'aller mieux. OK? Puis le premier, c'est agir. Est-ce qu'on agit assez dans notre vie? Est-ce qu'on pourrait poser des meilleures actions pour que ça aille mieux? Puis là, il y a cette astuce, ils disent que si on en a d'autres, on les ajoute. Mais il y a aussi ressentir, est-ce qu'on se permet de bien ressentir ce qu'on vit, de pouvoir être bien entouré pour en parler. L'autre, c'est s'accepter, hein? C'est pas facile, hein, s'accepter dans la vie. Parce que moi, quand j'avais 18 ans, je voulais avoir les cheveux longs. Je les avais, les cheveux longs. Je voulais être une rockstar, puis je voulais être grand. Ça n'a pas marché. C'est ça, ça n'a pas fonctionné, mais d'un autre côté, j'aurais pu m'asseoir et pleurer un petit bout tout le reste de ma vie. Hein? Mais s'accepter comme on est, c'est pas toujours facile. Mais c'est un peu ça, c'est de travailler un peu ces aspects-là qui disent que, OK, comment je ferais pour m'accepter comme je suis dans un premier temps? Puis qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses que je peux? L'autre, c'est se ressourcer. Est-ce que je me ressource assez dans ma vie? Il y en a qui se ressourcent en lisant, en peignant. Moi, je fais de la musique. Il y en a d'autres qui vont coudre, qui vont tricoter, peu importe. Est-ce que je me ressource assez? Ça, c'est dans le fond, ce petit dépliant-là, ça fait qu'on peut se poser ces questions-là et répondre. C'est toujours en lien avec soi, avec les autres, puis en communauté. L'autre, c'est découvrir une nouvelle langue. Est-ce que, découvrir des nouvelles cuisines? Est-ce que j'ai... C'est le piton. Est-ce que je découvre assez dans ma vie? Est-ce que je suis assez curieux? Choisir, est-ce que je fais des choix éclairés dans ma vie?
Ça, c'est une partie importante de notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par automatisme. Mais de se rendre compte qu'on fait des choix, puis de s'arrêter à dire est-ce que je pourrais faire encore des meilleurs choix, des choix encore plus éclairés. Le dernier, c'est créer des liens. Tu sais, ça ne paraît pas ici présentement, mais on en crée des liens. Peut-être qu'on ne se reverra plus jamais. Je ne sais pas. C'est possible. Mais d'un autre côté, le temps qu'on crée ces liens-là, tu sais, les gens me parlent, mais peut-être qu'il y a des gens entre vous que vous connaissez. Peut-être que ça va créer des nouveaux liens avec des gens qui ne se connaissent pas, mais d'un autre côté, on pourrait se dire, est-ce que les liens que j'ai dans ma vie sont satisfaisants? Est-ce que je pourrais les améliorer? Est-ce que je pourrais en créer des nouveaux? Je suis bien entouré? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser parce que, tu sais, on parle beaucoup de problématiques là, dans la vie, mais d'un autre côté, comme je disais tantôt, juste se concentrer sur la banane en disant, je ne pense plus à la banane, ça ne va pas marcher. Fait qu'il faut trouver des outils qui vont nous aider à mieux cheminer. Puis, dans le fond, tout le monde, on cherche tout à être bien dans nos vies. On s'entend. Moi, j'essaie de tendre à ça. J'essaie de le faire d'une façon simple maintenant. Tu sais, parce que dans le temps, je faisais plein de projets. Je pensais qu'en faisant plein de projets, quand j'arriverais, puis j'ai accompli ça, j'aurais un sentiment grandiose, c'est jamais arrivé. Et je me suis rendu compte que pendant que je faisais le projet, c'est là que ça prenait toute son sens. Pendant que je travaillais à faire quelque chose. Fait qu'il n'y a pas le but du bonheur ultime. À date, moi, je ne l'ai pas trouvé, le bonheur ultime. Sauf que dans les petites choses que je fais chaque jour, je me rends compte que c'est là que j'ai mon plaisir. De pouvoir faire, tu sais, comme pour moi, ici, présentement, j'adore faire ce que je fais. Tu sais, de parler avec des gens parce qu'après ça, il pourrait y avoir une période de questions. Puis on peut échanger parce que tout se passe là dans notre vie. Là. Tu sais, les humains, on va dire, on est des mammifères qui ont besoin les uns des autres. Tu sais. Puis je pense qu'il faut arrêter de se cacher de ça qu'on a besoin des autres. On a besoin d'échanger puis se sentir compris aussi. Puis ça ne sera jamais parfait, mais ça peut toujours être mieux. Puis là, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions? C'est sûr que c'est un sujet qu'on pourrait partir vraiment longtemps là, dessus. Oui. Très intéressant en passant. Et il y a une partie qu'on peut m'interroger beaucoup, c'est l'évolution de notre société où, à tort ou à raison, la religion a disparu. La spiritualité a disparaître aussi. Et puis, au fond, il y avait beaucoup de choses qui se réglaient en confiait ça. On disait, bon Dieu va s'occuper de ça. Moi, quand j'étais jeune, j'entendais ça souvent. Et puis, on a comme ça n'a pas été remplacé par grande chose, ça. Maintenant, vous avez vos organismes, tout ça, qui peuvent nous aider grandement. Et il y avait des liens aussi qui se créaient. On a juste à penser au prénom d'église. Aujourd'hui, il nous reste nos activités communautaires dans lesquelles on peut s'inscrire, des cours, des conférences, des choses comme ça, où on peut connaître les gens, peut-être. Mais cette évolution sociologique, je dirais, spirituelle, qui nous fait comme tomber, je pense que ça a joué beaucoup dans le niveau d'anxiété qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'il faut que je répète. C'est correct? OK, bien, il faut me donner ce qu'il disait qu'avant, il y avait la religion, la spiritualité, mais c'est encore là. Mais il y a une chose qui est différente, mettons, si on regarde au Moyen-Âge, jusque dans les années 30, 40, 50, quand il nous arrivait de quoi, c'est parce que Dieu l'avait voulu. Puis à ce moment-là, c'était moins compliqué, hein, parce que Dieu avait voulu ça, fait que, il s'arrangeait avec tout le reste. Tu sais. La religion a descendu, après ça a été la médecine qui a monté, mais il reste que les gens sont un peu comme, OK, mais je fais quoi là? Tu sais, les jeunes aujourd'hui,
Même les gens de mon âge, ils vont pas se dire, mais Dieu, avant, il voulait, aujourd'hui, il s'en sert. C'est pas ça. Mais tu sais, d'un autre côté, souvent, avant, quand Dieu voulait, c'était correct. Mais là, aujourd'hui, c'est parce que c'était un problème. Il y a de quoi tu fais pas, là, tu sais. Mais dans les deux cas, c'est comme aujourd'hui, je pense qu'il y a une responsabilisation. Les gens se prennent de plus en plus en main au niveau de leur santé mentale. Tu sais, puis je pense qu'on s'en va vers de quoi qui est plus ouvert, dans quelque part. Est-ce que c'est mieux? Je pense que ce qui se passe tout le temps dans l'évolution, c'est que ça répond à un besoin, quelque part. Puis là, on est peut-être en deux états d'être qui nous amènent à dire, OK, on a voulu, Dieu s'occupait de tout, maintenant il faut tout contrôler. Là, on se rend compte qu'on contrôle peut-être pas tout, ou peut-être pas grand-chose. Puis là, on commence à travailler sur ce qu'on peut contrôler, ou maîtriser. J'aime mieux dire le mot maîtriser, que contrôler. Fait que, justement, à ce niveau-là, au niveau de l'évolution, je pense que c'est appelé à changer tout le temps la façon qu'on fait les choses, sauf que je me rends compte que ce soit les gens des années 30, les gens d'aujourd'hui, ceux qui viennent de naître, mettons, il y a 10-15 ans, l'être humain n'a pas tellement changé au niveau de ses besoins. C'est juste que la façon qu'on approche les besoins aujourd'hui sont différents, mais on a besoin de pas mal la même affaire que dans le temps. C'est juste que ça se passe différemment. Les gens ont besoin de créer des liens, ils ont besoin de se sentir acceptés. En général, c'est ce qui détermine aussi si on fait partie de la game ou pas. Comme dans le temps, avant, il y avait comme un idiot dans le village. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait plus d'idiots qui pensaient, mais au bout de la ligne, c'était pas des idiots, c'était peut-être des gens qui ne cadraient juste pas dans ce qui se passait. Puis ce qu'on veut, c'est essayer d'inclure tout le monde. Puis quand on parle d'idiots, on parlait de gens peut-être qui avaient des problèmes cognitifs. Aujourd'hui, il y a des organismes pour des gens qui ont des problèmes cognitifs. On ne les cache pas. Là. Dans les années 50, les gens qui avaient des problèmes problématiques mentales, ils les mettaient dans les asile. On n'entendait plus parler. Là. Moi, mon arrière-grand-père est mort à Saint-Jean-de-Dieu, à Montréal. C'est ça. Ils l'ont mis là, c'était fini. Pour les femmes aussi qui n'écoutaient pas leur mari, ils les envoyaient là, des fois, là, pas domptable. On réglait le problème comme ça, ça l'a changé. Il reste que les êtres humains, je pense, de base, n'ont pas tant changé au niveau de leurs besoins fondamentaux, en fait. Ben, si on a une base, on peut continuer à évoluer et faire partie de cette vie-là. Vous allez, qu'est-ce qu'on veut? Ben, c'est participer à la vie le plus possible. Pour ça, il faut se libérer de ce qui nous empêche de vivre. Il y avait d'autres questions? Oui. Est-ce que l'ensoleillé, lui, est-ce qu'il y en a ici dans la région de Sherbrooke? Il y a l'accordé. Ah, l'accordé, OK. Si je ne me trompe pas, là, l'accordé ne font plus de rencontres individuelles, par contre. Mais je pense que le mieux, ça serait peut-être de s'enseigner. Parce que c'est sûr qu'ils ont un milieu de vie, ils ont un paquet d'activités, mais je n'en connais pas assez. Comme je dis, je connais quelques organismes, mais tout en profondeur. Merci. Et je peux rajouter en fait pour Parkinson Estrie, parce que la conférence initialement est présentée par Parkinson Estrie. Donc, pour les gens qui ont une maladie de Parkinson ou pour les conjoints, des proches aidants, on a des groupes d'entraide à Sherbrooke et à Cranby pour les gens qui sont en ligne. Puis, on offre aussi des rencontres individuelles. Donc, sachez qu'on est disponible. Donc, aujourd'hui, cette semaine, je suis toute seule au bureau, mais normalement, on est deux intervenants à vous rencontrer. Donc, sachez qu'on est là, qu'on est disponible pour vous. Et pour les membres de Cercovie, en fait, je ne sais pas si vous connaissez tous Olivier, travailleur de milieu. Donc, Olivier est disponible pour répondre à vos questions, vous aider aussi là, à faire des références. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Est-ce que vous acceptez? Je prends une photo. Elle ne sera pas publiée, ça va être juste pour nos archives. Oui? Ouais, comme ça, il va pouvoir être payé. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez appris quoi. Puis, gênez-vous pas pour aller chercher de l'information.